Il faut que la critique attaque la forme, jamais le fond de vos idées, de vos phrases. Arrangez-vous. Eh bien... Si on entend, hein. Je pense parce qu'il y a du bruit, mais sinon on entendrait. Moi j'ai pas trop de retour. Je pense qu'on va pouvoir commencer cette séance de séminaire. Alors pour commencer, merci à toutes et à tous de vous être déplacés pour cette deuxième séance de l'année du séminaire La Fabrique Pongienne. Je vais rappeler très brièvement le cadre institutionnel du séminaire. Il s'agit d'un séminaire biannuel qui est organisé depuis 3 ans par la Société des lecteurs de Francis Ponge et par 2 équipes de recherche, l'équipe Marge de Lyon 3 et le Lab Exopvig de l'Université de la Sorbonne, qui est dirigé par M. Didier Alexandre, qui ne peut malheureusement pas être là aujourd'hui, et qu'on remercie pour le soutien qu'il a toujours apporté au séminaire et au projet Ponge. Ce séminaire, je l'organise donc conjointement avec Benoît Auclair, de l'équipe de Lyon 3, Marge, et nous tenons également à remercier Armande Ponge, qui est une ayant droit très soucieuse d'encourager le travail sur Francis Ponge, et aussi une archiviste dont l'aide nous est précieuse. Et c'est grâce au travail qu'elle mène, notamment avec François de Trentignan, que l'on peut publier régulièrement des documents inédits sur le site de la Société des lecteurs de Francis Ponge. C'est d'ailleurs Armande Ponge qui nous a fourni la photo que vous avez peut-être pu voir sur le programme du séminaire. Et je précise qu'il s'agit d'une photo prise en 1967 par Pierre Sanson lors du tournage du documentaire que l'on pourra voir tout à l'heure. La séance d'aujourd'hui va porter sur les présences médiatiques de Ponge et elle tournera autour de 2 événements médiatiques, l'un radiophonique, l'autre télévisuel, qui datent tous 2 de l'année 67. Donc les entretiens avec Solers d'une part, qui ont été enregistrés au début de l'année 67, puis diffusés en avril et mai 67 sur France Culture. Et le documentaire Francis Ponge ou Un nouveau matin, réalisé par Pierre Sanson et Sylvain Roumette, que je remercie d'avoir accepté notre invitation, et qui pourront tout à l'heure non seulement nous montrer leur film, mais aussi en discuter avec nous. Avec cette séance, nous avons tenu à ne pas resserrer le domaine du littéraire sur le seul texte imprimé, pour poser la question, que nous n'avons pas encore abordée dans ce séminaire, du rapport entre littérature, histoire littéraire et médias. Que font à l'écriture, notamment à l'écriture poétique, les dispositifs médiatiques impliqués par la transmission et par l'oralisation de la littérature? Comment les écrivains vont-ils parvenir à utiliser les moyens techniques et communicationnels offerts par les mass médias pour innover formellement et pour transmettre leur œuvre? Enfin, est-ce qu'il est encore possible, d'autant plus à partir du moment où on travaille sur des auteurs du XXe, de séparer histoire littéraire et histoire des médias? Il y a de plus en plus de chercheurs aujourd'hui qui placent vraiment au cœur de leur corpus, et non plus juste en périphérie, des émissions à la radio ou à la télévision, des lectures à la radio. C'est notamment le défi relevé avec brio par Céline Pardo, qui a étudié dans sa thèse des poètes chez qui cette question de la création littéraire hors des frontières du livre s'imposait. Qu'en est-il chez Ponge? Assurément, il y a une ambiguïté, et à cet égard, l'année que l'on a retenue pour cette séance, l'année 1967, est une année significative, puisqu'il y a non seulement les entretiens avec Solers, mais c'est aussi l'année de la publication en livre du Savon. Alors je vais peut-être en rappeler très brièvement l'historique pour ceux qui ne connaîtraient pas le texte. Les premières notes pour le Savon ont été prises en 1942, et c'est à l'occasion d'une commande de la radio de Stuttgart en 1964 que Ponge va parvenir à achever son texte. Cette émission est transcrite dans le livre publié en 1967, et elle en constitue une bonne partie. Alors certes, Ponge n'a réussi à achever son texte qu'en faisant passer ses notes dans un discours oral, mais finalement, ainsi qu'il le dit à Philippe Solers lors du 12e et dernier entretien, qui est consacré au Savon, il lui a fallu, je cite, « revenir à l'idée du livre, c'est-à-dire à la chose qui est faite pour être lue sur la page et non pour être dite. Il y a donc toujours un en vue du livre, pour reprendre le titre de la communication de Pierre-Marie Héron, et cela vaut aussi bien sûr pour les entretiens qui vont être publiés en 1970. Un autre point intéressant, dès lors que l'on entend se pencher sur les présences médiatiques de Ponge, c'est la très grande lucidité qui est la sienne sur les conditions de production et de diffusion des textes. Si Ponge aime à rappeler qu'il s'est longtemps délibérément mis hors jeu, il n'empêche qu'il a parfaitement intériorisé les enjeux et les règles du jeu médiatico-littéraire et qu'il n'ignore pas les conduites à adopter pour assurer la postérité d'une œuvre
et pour imposer son notoriété. Certaines de ces déclarations sont donc à prendre cum grano salis, et attention à ne pas tomber dans la vision un brin caricaturale de l'écrivain retiré dans sa thébaïde, se défiant fortement des masses médias qui dégraderaient inévitablement son art. Il me semble qu'il y a davantage quelque chose, et je reprends ici une expression de Ponge, d'un jeu de dupes réciproque. Donc Ponge, otage de la radio otage de Ponge, de Solers. Je ne trancherai pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un Ponge qui s'amuse à la radio, avec la radio, et qui peut donc être très radiogénique. Je voudrais lire ici, pour terminer, 2 déclarations de Ponge tenues à la radio qui vont dans ce sens. La première est extraite de l'entretien avec Breton et Reverdy en 1952. C'est la première émission de Ponge, et il a conclu ainsi, ce qui témoigne déjà d'une certaine aisance avec le médium. « J'en finirai, pour ma part, par une déclaration sans autre mérite que son insolence, qui la rend sans doute particulièrement radiophonique. Il ne s'agit pas tellement de connaître que de naître. L'amour-propre et la prétention sont les premières vertus. À leur limite se définit la personne. L'important est qu'elle fonctionne, plus encore qu'elle ne signifie. » Radiophonique, son entrée en scène lors des entretiens avec Solers l'est également, tel un paradoxal prestidigitateur qui ferait apparaître ce que d'autres tentent plutôt à faire disparaître. Ponge met d'entrée de jeu l'accent sur la situation d'énonciation, sur ses attendus et sur ses contraintes. Donc, je vous lis un extrait. « Que se passe-t-il concrètement à l'instant même ? Je viens de commencer à parler devant les micros de la radio. Cette déclaration est enregistrée. Me plaçant maintenant à l'instant où vous, auditeurs, vous entendez cette déclaration. Eh bien donc, qui entendez-vous ? Je dois, en effet, me présenter. » Une séance de séminaire ayant aussi ses codes, je crois qu'il est temps, après cette petite entrée en matière, de présenter Pierre-Marie Héron. Pierre-Marie Héron est professeur de littérature française à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Il a publié et dirigé de nombreux essais et travaux sur l'œuvre de Cocteau et sur les écrivains à la radio, notamment l'ouvrage « Écrivains au micro, les entretiens à la radio française dans les années 50 », qui est publié aux presses universitaires de Rennes. Il a réalisé un travail impressionnant sur Cocteau, avec un essai d'inventaire des émissions radiophoniques auxquelles ce dernier avait participé entre 1930 et 1963. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez très facilement retrouver ces travaux. Vous tapez sur Google Jean Cocteau, inventaire émissions radio, et vous aurez accès au wiki sur lequel il y a tout ce travail. Je pense que ça peut notamment être intéressant pour les étudiants qui sont présents aujourd'hui. Peut-être ça peut vous donner des pistes pour vos futures recherches. Par ailleurs, Pierre-Marie Héron anime à Montpellier un programme de recherche sur Cocteau et les écrivains de son temps, dans le cadre duquel il coordonne la publication d'ouvrages sur le sujet. Et il a récemment réuni et préfacé, sous le titre Apollinaire et compagnie, un riche choix d'articles sur de Pierre Kézergue, sur Apollinaire, Sandrars, Cocteau et Jean-Claude Renard, qui est publié aux presses universitaires de la Méditerranée. Aujourd'hui, il va nous parler des entretiens avec Solers, et le titre de sa communication est « En vue du livre, Ponge, Solers et la forme de l'entretien feuilleton à la radio ». Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Merci de m'avoir invité à parler à ce séminaire. Merci à vous d'être présent aussi. Comme vous l'avez compris, dans mon rapide notice biobibliographique, il n'a pas été mention de Ponge, donc je ne suis pas un spécialiste de Ponge. Je viens là parce que je me suis beaucoup intéressé aux entretiens à la radio, notamment les entretiens sous forme sérielle, développés en série d'émissions. Et outre le livre qui a été mentionné, il y a aussi plus récemment un numéro de la revue en ligne Commodo 21, qui a été consacré à la période postérieure à celle qui a été l'objet du livre paru aux presses universitaires de Rennes, qui est la période 1963-1985. 1967, c'est une bonne année. Il y a à la fois le savon, il y a les entretiens, il y a peut-être 2 projets de livres qui sont assez différents. Et livre en vue du livre, comme dit Ponge dans son livre lecteur, ça veut dire livre en vue, comme on dit terre en vue, mais pas évident que le livre en question, tel qu'il est publié là, surtout avec cette horrible inversion des rôles que propose la vignette de la collection de poche, où Solers apparaît en premier et Ponge en arrière, correspond tout à fait à ses vœux éditoriaux. Un livre en plus établi non pas en revenant à partir des séances d'enregistrement originaux, même pas à partir du montage, mais à partir de dactylogrammes dont Ponge lui-même dit qu'il fait intervenir des intermédiaires qui n'ont pas nécessairement le souci de la
respiration, de la ponctuation, de la prosodie du parler. Donc on est peut-être en réalité un petit peu, pas loin de compte, mais tout de même, sans parler des transcriptions des textes de Ponge dits à la radio qui ne sont absolument pas respectueux de la ponctuation d'origine. Donc il y a comme une sorte de laisser aller d'un objet à partir d'un moment qui ne correspond peut-être pas tout à fait à ce qu'il ambitionnait. Mais malgré tout, donc deux projets intéressants sur lesquels on pourra revenir. Du côté du savon, c'est comme une sorte d'écriture stimulée par une exécution orale, mais qui aboutit à un livre, alors que du côté des entretiens, il s'agit d'un projet de livre qui est comme stimulé par le défi de l'improvisation. Donc deux cheminements un peu différents qui aboutissent malgré tout à cette notion de livre. Je me suis intéressé à partir des écoutes, donc des bandes qui sont conservées à l'INA, d'une part le montage et d'autre part les bandes originales qui correspondent aux 4 séances d'enregistrement qui ont été nécessaires pour mener à bien cette série et dont l'ordre a été respecté à la fois dans le montage et dans le livre, de sorte que la première séance d'enregistrement correspond aux émissions 1 et 2, mardi 28 février 67. La deuxième séance, le lundi 6 mars 67, correspond aux émissions 3 à 6. La troisième, mardi 7 mars 67, aux émissions 7 à 10. Et ensuite, 2 séances de conclusion, samedi 11 mars, enregistré samedi 11 mars, les 11 et 12. Je continuerai un peu mon préambule en disant qu'il ne faut pas exagérer le caractère remarquable à l'époque de la diffusion de ces entretiens de Ponge à la radio, comme un propos de l'écrivain au début de la première émission pourrait le faire croire lorsqu'il dit qu'il a la faveur d'avoir été, et ce n'est pas la première fois, choisi, élu, distingué par un appareil d'État pour parler à la radio, s'exprimer sur son œuvre. En 1967, cela fait quelques années que le genre de l'entretien feuilleton s'est complètement normalisé, qu'il fait partie de la programmation hebdomadaire de France Culture. Les séries des années 50 que j'ai étudiées à la suite de Philippe Lejeune, on en totalise pour la partie littéraire, les émissions, les entretiens d'écrivains, une vingtaine peut-être sur une décennie. Nous en avons comptabilisé plus de 200 entre 1963 et 1985. La programmation est hebdomadaire, le genre est complètement normalisé, il n'est plus besoin d'être un grand écrivain, ni même un écrivain un peu connu pour faire l'objet d'une sollicitation de la chaîne. Comme vous pourrez le comprendre, en voyant que qui passe juste avant Ponge dans cet exercice, ce sont Armand Lanoux et Edmé de la Rochefoucauld. Juste après, ce sont Maria Lehardouin et Max Aube, des écrivains assez oubliés aujourd'hui, et même déjà à l'époque d'assez faible notoriété. Alors ce qui va distinguer Ponge des autres, c'est le format. 12 émissions, au lieu du format habituel de 6 émissions de 20 minutes. À ce moment-là, 6 émissions de 20 minutes 3 fois par semaine. On passe ici à 12 émissions de même format, aussi 3 fois par semaine. Format que seul l'écrivain espagnol Salvador de Madariaga, en octobre-novembre 66, et plus récemment Michel Butor, en janvier-février 67, avec Georges Charbonnier, dont seuls ces deux écrivains ont pu bénéficier. En gros, donner des entretiens à la radio en 67, ça n'est plus un indice de consécration, mais peut-être que la notoriété de Ponge, ajoutée à celle de Solers, lui a valu ce format un peu de faveur. Pour terminer ce préambule, arrivant en néophyte, bien sûr, sur le terrain, je ne peux que rappeler ce paradoxe qu'il y a à donner la parole à quelqu'un qui a précisément toujours défini avec fermeté la condition de l'écrivain par le fait d'écrire, non de parler, et même à l'origine, dès l'origine, d'écrire contre la parole, contre le langage commun, et qui, comme il le fait à 2 reprises au fil de l'émission, ne peut du coup se livrer à cet exercice qu'en parlant de langue morte, en réduisant en quelque sorte cet exercice à la langue morte. Et malgré tout, c'est la fin de mon préambule, il y a cette référence au livre. Et donc aussi à un objet qui, tout en passant par l'improvisation parlée, peut aboutir à une forme écrite. Et c'est assez intéressant de voir que cette médiation de la parole parlée, notamment improvisée, puisse ici se concilier dans une donne un peu différente de celle du savon à la perspective du livre, sous le couvert ici du grand modèle dont l'éloge est fait dans les 2 dernières émissions d'entretien, qui est le modèle de Malherbe, l'éloge d'une parole malherbienne,
Il s'agira de voir si Ponge peut l'appliquer aussi à ses entretiens ou pas. Bon, pourquoi le livre? Je prendrai ici la question par l'autre bout, c'est-à-dire en examinant Ponge et Solers qui pratiquent ensemble la forme de l'entretien feuilleton, comment ils la pratiquent, comment ils s'insèrent dans la tradition du genre, qui est riche d'ailleurs de formules d'entretien assez variées depuis les années 50, et comment aussi aux différents stades de l'enregistrement, du montage, ils jouent ou non ce jeu de la parole parlée, ou bien si déjà le livre est en vue, présent à l'horizon, et comment cela peut affecter aussi certains choix de diction, de montage, d'opération orale. Dans un premier point, donc, situons Ponge et Solers face à cette tradition du genre. Ces entretiens de Ponge et Solers avouent d'emblée une ambition fortement critique qui se formule d'une manière un petit peu froide, ascétique. Il s'agit, lit-on page 19, je ferai référence aussi sur le livre et pas simplement aux enregistrements. Il s'agit de proposer un instrument de travail et d'étude. Essayez de donner une approche de lecture de vos textes, proposer à tout individu des éléments d'étude et des éléments de travail qui lui permettent de lire l'œuvre. Dans la tradition des entretiens feuilletons, il y a deux grandes orientations. D'un côté, représentée par Jean Rouge, qui est l'inventeur du genre, une vocation critique. Il s'agit d'accompagner le développement d'une œuvre mêlée au développement d'une vie, mais en insistant dans une perspective antipovienne, c'est très net chez Ponge, sur la priorité donnée à l'œuvre, qui peut faire l'objet d'éclairage par le fait d'être recontextualisée, mais pas complètement expliquée par cet accompagnement du parcours biographique. L'ambition est clairement critique, des éléments autobiographiques l'accompagnent, mais il s'agit de donner de la priorité à l'intelligence de l'œuvre. Et puis il y a d'autre part une autre direction qui est exemplairement illustrée par les entretiens de Léoto avec Robert Mallet, où l'on dit les livres sont dans la bibliothèque, laissons-les en accès libre à l'ensemble des lecteurs. Les lecteurs les ont à portée de main et intéressons-nous plutôt à celui qui est invisible derrière l'œuvre, caché derrière l'œuvre, qui n'est pas à la portée de l'auditoire habituel, qui est l'homme Paulan, ou bien l'homme Léoto. Et il s'agit donc de centrer les entretiens sur la personnalité, le tempérament d'un auteur. Très nettement ici, on est avec Ponge et Solers donc dans la direction critique, selon une posture assez savante, avec une référence appuyée à la linguistique, avec une référence aussi au structuralisme, un mot que Ponge prend avec des pincettes à la fin, dans le courant du 11e entretien. C'est tout à fait dans l'air du temps que de chercher à mettre en avant ce type d'approche scientifique qui passe par un formalisme appuyé, et on peut le retrouver très présent aussi dans les entretiens de Georges Charbonnier avec Butor ou avec Roland Barthes. Je vous fais écouter ici un premier extrait, j'ai essayé d'en choisir 3, 4, 5, je ne voudrais pas que ça nous rallonge trop non plus dans le déroulement de ce séminaire. C'est l'occasion à chaque fois d'aller au-delà de l'extrait, de capter tout ce que cet extrait peut nous dire aussi de la parole de Ponge, de la manière dont il fait sonner ou pas sa parole. Donc dans cet extrait qui est pris au premier entretien, Ponge redonne la fin d'une citation de Lautréamont. Il faut que la critique attaque la forme, jamais le fond de vos idées. Et il continue comme vous allez l'écouter. Il faut que la critique attaque la forme, jamais le fond de vos idées, de vos phrases. Arrangez-vous. Eh bien, ceci pour dire que ça ne s'est pas passé non plus pour nous. Il faut que nous revenions pendant quelques heures ou quelques minutes pour que l'on entende qu'il faut que la critique attaque la forme de vos phrases et non le fond. Arrangez-vous. Donc ça ne s'est pas passé complètement. Il faut que nous revenions, nous revenons. Ce qui a changé, c'est que
il s'avère que depuis quelque temps, et cela est récent, il est clair que maintenant la culture tourne autour d'une science. De quelle science? Eh bien, de la linguistique. Les sciences humaines, dont la linguistique fait partie, ont fait de grands progrès, ou plutôt, si l'on veut, sont venus à la surface de façon éclatante depuis peu de temps. Et peut-être justement cela s'est-il passé depuis 1952. Il me semble que actuellement on n'est pas loin de considérer que le discours sur la littérature, entre guillemets, la poésie, entre guillemets, l'art en particulier, sera de moins en moins métaphysique et de plus en plus scientifique. Pour moi-même, en ce qui me concerne. Il se trouve que je ne suis plus en cet instant même en entretien avec des poètes, mais avec, vous permettez cette expression, plutôt un anti-poète, et plutôt quelqu'un qui se voue à un travail de l'ordre scientifique. Voilà un extrait assez intéressant. La référence se fait à un dialogue au micro de 1952 de Ponge avec Reverdy et Breton. Et dans un passage qu'on trouve dans le livre qui n'est pas présent ici dans cet extrait, sauf dans la fin de l'extrait qui revient, mais il a été précédé par un autre, Ponge se félicite que d'une certaine manière, un antipoète Solers remplace deux poètes. La présence de Solers à la place de ces deux poètes me paraît intéressante. Le pivot ici de l'accord entre Ponge et Solers, c'est la référence à la linguistique. Et cependant, il est assez frappant pour ceux qui lisent le livre, ceux qui ont écouté les émissions, de voir que autour de cela, les approches et les langages des deux hommes sont en réalité très éloignés l'un de l'autre. Solers se montre extrêmement abstrait, conceptuel, intéressé par le fonctionnement général de l'écriture chez Ponge, pas du tout par le détail des textes, alors que Ponge se montre, lui, concret autant que possible, amateur de micro-lecture, autour de l'huître, autour du pré. Il se laisse parfois attirer par Solers sur le terrain conceptuel. Il s'est toujours déclaré mal à l'aise sur le terrain des idées, et malgré tout, il a aussi introduit lui-même quelques néologismes comme objet ou objoie pour essayer de rendre compte, ce ne sont pas des termes de linguistique d'ailleurs, de son propre travail. Et l'on voit d'un côté Solers jargonnant la manière de telle quelle qui se montre relativement obscure, et Ponge, praticien finalement d'une langue morte, d'un langage commun, mais qui a pour lui l'avantage d'être un peu scolaire, mais aussi assez clair, qui se montre assez à l'aise dans ses explications et lecture de textes, aura des mots, aura de la phrase, avec une vraie réussite, c'est l'explication de l'huître, ou alors là, il n'a pas besoin d'être interrompu ou coupé, et ça dure pendant 7 pages d'affilée dans l'édition papier, et puis à un moment, c'est coupé. Il dit au montage, arrêtez-moi, Solers, parce que je pourrais durer encore longtemps. Là, j'en ai pour 3/4 d'heure, donc il faudrait qu'on se calibre un petit peu. Et puis, comme il est souvent aussi d'usage dans ce genre d'entretien, il y a une cible cachée. On tourne un peu autour du nom, on va dénoncer, on va le critiquer à travers son critique américain, Bruce Morissette. Il s'agit de Rob Grillet qui, pour un nouveau roman, a critiqué l'anthropomorphisme de Ponge, et on y revient à plusieurs reprises dans les 6e et 7e émissions. Donc, avec des particularités, on est ici complètement dans la tradition de l'entretien feuilleton, la tradition d'intelligence critique d'une œuvre. Ce qui tranche par rapport à cette tradition, c'est, deuxième point, la posture agressive des deux interlocuteurs. Le discours assez inhabituel que l'on entend dans leur bouche, c'est la mise en cause du fonctionnement de l'institution qui diffuse la série. Inhabituel par sa place, inhabituel par sa longueur, ce sont les 2 premières émissions qui sont en quelque sorte ainsi un peu perdues pour le reste. On n'arrête pas de dire qu'on manque de temps, mais comme si l'étude des textes devait en préalable d'abord passer par ce préambule un peu batailleur.
et inhabituel aussi par la qualité de celui qui le tient, c'est-à-dire non seulement Ponge, l'interviewé, mais l'intervieweur lui-même, qui est normalement un représentant, ou au moins un sympathisant de l'institution qui lui commande l'opération des entretiens. Le cracher dans la soupe, c'est toujours un petit peu bizarre, évidemment. On peut dire que Solers, d'ailleurs, pousse Ponge dans ce sens un peu hargneux, surtout dans les premières émissions, qui est complètement absent de ces longs entretiens qui ne sont pas trop connus apparemment, avec José Pivin, en 1962, dans Tous les plaisirs du jour sont dans la matinée, où on voit un Ponge détendu, souriant, décontracté, qui, sur les mêmes sujets à peu près que ceux qui sont abordés dans les 6 premières émissions des entretiens avec Solers, n'adopte pas du tout la même posture. Ce qui est en cause, on le sait, c'est la soi-disant langue morte du langage commun, cette langue que Mallarmé pouvait appeler langue de l'universel reportage, opposée à la langue de l'écriture, langue travaillée par l'écriture, la langue commune travaillée par l'écriture pour en faire un objet à part, cette langue qui serait quotidiennement parlée à la radio, cette langue du langage commun. Et deuxièmement, c'est la conception des programmes eux-mêmes qui, dit Ponge, noie le poisson. Des émissions culturelles sont mélangées des émissions de toutes sortes, musique, chansons, variétés. Et ainsi, même si une émission comme la sienne peut avoir un petit élément de subversion, en noyant le poisson, cette subversion est comme désamorcée. Il s'agirait, pour s'en sortir, eh bien, de s'insérer dans ces pratiques en les déformant. Et là, je dois dire que ça me paraît quand même assez difficile de voir comment Ponge et Solers pourraient s'insérer dans cette pratique d'un programme radiophonique en le déformant. D'une part, ils acceptent le jeu de la programmation, et donc je ne vois pas où est la subversion. D'autre part, Ponge le dit, il s'agirait pour subvertir la logique de l'information, d'agir sur l'information en la déformant par l'écriture. Revient ainsi l'horizon du livre, mais alors quid de l'improvisation parlée? Et vous qui avez peut-être lu ou écouté ces entretiens, vous voyez surgir à partir de la 7e édition de manière assez massive le recours à des lectures de textes, ce qui est un geste anti-radiophonique au possible à l'intérieur d'une série d'entretiens. Je voudrais passer donc un deuxième extrait. Deux à la suite. D'une part, au début de la première émission, la première prise de parole de Ponge, qui est une prise de parole qu'il appelle une déclaration. C'est une prise de parole qui n'est pas improvisée, c'est en fait un texte dit, lu, et j'enchaîne ensuite avec un deuxième extrait de la première édition. Vous verrez la différence. Là, il s'agit d'un texte improvisé, d'une parole plus improvisée. Oui. Rompons à mon tour, en cet instant même, et pour ce qui me concerne le silence, je voudrais, comme je le fais toujours, saisir aussitôt la situation présente dans sa matérialité. Que se passe-t-il concrètement à l'instant même? Je viens de commencer à parler devant les micros de la radio. Cette déclaration est enregistrée. Me plaçant maintenant à l'instant où vous, auditeurs, vous entendez cette déclaration. Eh bien donc, qui entendez-vous? Je dois en effet me présenter. Le mot est bon ici dans toutes ses acceptions. Je crois en effet que je me présente, je me rends présent. Vous entendez un homme qui a choisi, voici longtemps, de vivre d'une certaine manière, d'agir d'une certaine manière. Quelle manière? L'écriture. Vous entendez un écrivain, ou comme on dit parfois maintenant, un scripteur. Un homme qui a choisi de se refuser, en principe, à toute autre vie, à toute autre activité.
n'entends pas la suite. Peut-être c'est un défaut de mon enregistrement. Je vais maintenant passer au deuxième extrait. Non, eh bien, puisque nous sommes devant la radio, il y a aussi la radio qui est un organe d'information. Alors la radio, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une façon de noyer le poisson. Enfin, bien sûr, dans la radio, il y a des émissions de toutes sortes, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que l'auditeur qui écoute en ce moment a entendu exactement avant cette émission. Je ne sais pas ce qu'il entendra après. Mais je me doute qu'il s'agira de choses absolument différentes. C'est ce que j'appelle noyer le poisson, donner une place, une petite place, avec évidemment les émissions culturelles, vous dites telles, sont noyées dans de la musique, dans de la politique, dans des variétés, dans de la chansonnette, dans ceci ou dans cela. Et évidemment, vous êtes déviés, récupérés d'une certaine manière, n'est-ce pas? Il est certain. Pardon. Excusez-moi, j'ai commis un crime de lèse-majesté, j'ai coupé Ponge avant la fin d'un mot. Donc deux extraits qui font entendre ce que je disais juste avant, et dont vous remarquerez qu'ils se présentent selon des modes de diction assez différents. Les petites hésitations, les n'est-ce pas, les eh bien, sont assez présentes dans le deuxième extrait, alors que dans le premier, vous avez une parole propre, une parole tenue, une parole lissée et assumée parce qu'elle est d'abord écrite et dite. Il y a une petite exagération quand même dans cette dénonciation de la situation par Ponge, du fait qu'il n'y a pas de variété, il y a très peu de politique sur France Culture, qui est une chaîne qui est dédiée aux émissions culturelles, et que surtout à cette tranche de diffusion qui est celle de 22h à 22h40, les émissions d'actualité laissent la place à des émissions qui demandent une écoute plus à loisir, plus tranquille. Et donc, ce que Ponge dit ici, c'est une manière de tirer un petit peu tous azimuts sur le médium radiophonique, mais peut-être pas en considération de la situation propre et particulière qui est celle de la diffusion de ces entretiens sur France Culture. À cela, à cette posture de subversion, Solaire s'ajoute un petit quelque chose de plus particulier, une note polémique propre, quand il dénonce l'appareil de la radio comme un organe aux mains de l'idéologie bourgeoise. Le mot apparaît dans le texte, mais pas à la radio. Il est plus prudent. Il dit l'idéologie dont nous parlions. La radio, c'est actuellement, on est en plein régime gaulliste. Et il me semble, c'est Gérard Farras qui le souligne, je ne connais pas assez Ponge, que aussi bien à ce moment-là, Solaire s'évolue vers la révolution culturelle chinoise et le maoïsme, aussi bien Ponge évolue vers le gaullisme à ce moment-là, et donc ce serait un peu curieux que Ponge soit solidaire ici de Solaire dans cette dénonciation d'un appareil d'État aux mains de l'idéologie bourgeoise sous mandat gaulliste. En tout cas, ce discours de la subversion est soutenu par un autoportrait à double face que l'auteur propose aux auditeurs dans les deux grands parties de l'émission. Quand je dis les parties, émission 1 à 6, émission 7 à 12. Dans la première partie, on a donc ce préambule, puis ensuite des émissions de parcours biographique, puis on aura ensuite un parcours des textes pour l'essentiel dans les 6 dernières émissions. L'autoportrait qui file cette posture, c'est dans la première partie, Ponge en anarchiste poseur de bombes, qui sont ses textes. Et dans la deuxième partie, Ponge en héros du savoir humain, en héros de l'esprit de demain, lit-on dans la 8e émission. Le modèle ici, c'est Malherbe. Les lectures d'enfance, où il considérait qui lui ont fait croire que les écrivains méritaient plus que le Parnasse, ou tout autant que le Parnasse, d'être aussi, d'avoir les honneurs du Panthéon, comme les grands héros de guerre, se retrouvent reprises à propos de Malherbe et à son propos aussi. Donc, nous faisons un travail scientifique. Je ne suis pas un poète, je travaille pour l'esprit de demain, d'une certaine manière. Dans cette deuxième partie, il est moins question de bombes, parce que l'image de l'avion, l'image de la fusée, qui sont des images du jaillissement ascendant de l'écriture à partir de la parole, se substituent à ces images de destruction que la notion, la référence à la bombe donne en priorité. C'est un petit changement d'éclairage, c'est tout simplement ce que Ponge appelle la conversion de l'industrie logique, si je comprends bien. Il s'agit cette fois-ci de ne plus être simplement dans la critique de la parole, du langage commun, mais dans la production, dans l'action, production d'énergie, de chaleur, de lumière, le rôle positif de l'écriture.
En tout cas, toute la question que cela pose, est-ce que les entretiens, c'est une bombe? Est-ce que les entretiens, c'est un acte militant analogue à celui de l'acte d'écriture? Est-ce que des entretiens pratiqués en langue morte et non pas en langage écrit, en langue vivante, cela peut donner lieu à un livre et à quelles conditions? Alors je vais aller un peu plus vite sur un troisième point qui concerne le parcours biographique, pour essayer de respecter quand même le format qui est donné pour ce séminaire. À nouveau, de manière très habituelle, très normale, la série propose, malgré une ambition résolument critique, survalorisée par Ponge et par Solers, propose aussi un parcours biographique, survalorisé par Ponge et Solers, parce que quand on arrive à la 7e émission, Ponge nous dit « Ah, enfin heureux d'en arriver au texte ». C'était utile ce qu'on a fait auparavant, mais tout de même, le principal, ce sont les textes. Je redis que, depuis Amrouche, il n'est pas du tout besoin d'associer vie et œuvre d'une manière beuvienne, la vie comme explicative de l'œuvre. On peut trouver des modalités plus subtiles d'embarquement du parcours biographique dans des entretiens critiques. Et donc ici, Ponge et Solers ne tranchent pas, tout en cherchant à souligner le fait que pour un ouvrier de mon genre, dit Ponge, la vie et l'œuvre ne forment qu'un. La biographie d'un artiste, disait Malraux, c'est sa biographie d'artiste. Il y a quelque chose d'assez classique ici, dans la posture d'un écrivain. Même si c'est un peu gênant ici pour les deux interlocuteurs, qui peut-être se sont conformés à une demande, et là peut-être que la correspondance pourrait nous le dire, à une demande de la radio, de France Culture, qui est de respecter un certain schéma habituel à ce qui est proposé dans les entretiens feuilletons. En tout cas, on voit que les deux interlocuteurs donnent plus dans le parcours biographique qu'à la même époque Charbonnier avec Butor. Cela dit, Ponge nous dit que c'est quand même très utile de revenir aux imprégnations enfantines et de montrer comment cela a eu une incidence sur sa sensibilité, d'une part, mais aussi sur la forme de son écriture. Cela est utile aussi parce que ça lui permet d'être classé dans l'histoire littéraire, notamment à l'époque surréaliste, quand il développe son rapport à Dada, au surréaliste, à la NRF, et cette figure de l'anarchiste poseur de bombes littéraires, même s'il ne donne pas dans l'agitation, l'agite-propre, dans les manifestations publiques et spectaculaires de Dada. Et puis du côté de Solers, ça reste utile parce que Solers a toujours envie de politiser le plus possible l'écriture de Ponge, et il s'intéresse à des choses différentes de Ponge lors de ce parcours biographique. Ce qui l'intéresse, c'est la coupure, Lautréamont, Mallarmé, c'est la révolution de 1917. Ce qui l'intéresse moins, c'est les souvenirs d'enfance et l'imprégnation enfantine. L'influence sur l'écriture de Ponge, c'est le comportement de Ponge pendant la guerre, c'est la sortie de Ponge du Parti communiste français en 1947, et on voit un moment où il s'agit de finir les années 30 pour arriver à la guerre. Dans les enregistrements d'origine, un blanc de 10 secondes, et puis Ponge se tourne vers Solers et dit « Posez-moi une question ». Coupure, reprise, et Solers va poser une question sur le comportement de Ponge pendant la guerre, mais c'était pas ça ce qui pouvait l'intéresser. Et donc, Ponge a très souvent l'initiative d'entrer dans une forme de monologue sur des sujets biographiques où Solers ne le rejoint pas. Alors, je voudrais maintenant en revenir à cette question du livre que Ponge nous invite à poser en utilisant ce terme dans la vie au lecteur. Comme je l'ai rappelé, le point qui ici me semble le plus important à relever, c'est que Ponge, d'une certaine manière, c'est la première fois, mais je me trompe sans doute, mais j'ai l'impression que c'est une des premières fois qu'il envisage la publication d'entretiens, non pas à l'intérieur d'un recueil, comme il l'a fait dans Méthode, à propos notamment de pratique de la littérature, cette transcription d'une adresse, d'une conférence au micro à Stuttgart, comme il l'a fait aussi avec les entretiens 1952, mais qu'il envisage un ouvrage tout entier fait à partir d'un exercice improvisé de la parole parlée. Est-ce que le projet du livre est simultané au projet des entretiens? La vie au lecteur ne permet pas de trancher, mais si je me place dans cette hypothèse,
il me semble qu'on peut voir s'éclairer certaines bizarreries de forme de la série, les unes qui sont bien connues, comme cette lecture de texte en guise de réponse à des questions, et d'autres aussi un peu plus subtiles. Premièrement, en vue du livre, quel genre de livre? Un livre entretien, comme cela devient de plus en plus courant à partir des années 60, c'est pas évident. Et pour répondre à cette question, je voudrais repartir du fait que Ponge et Solers ne développent pas de point de vue positif sur le genre de l'entretien feuilleton, le genre de l'entretien à épisode qu'ils pratiquent ensemble, que ce que l'on trouve dans les entretiens, c'est à la 6e émission une question sur la tentative orale de 1947, c'est-à-dire cette conférence que Ponge a d'abord rodée sur quelques amis avant de la donner en Belgique, où il voulait parler du savon, il ne va pas en parler, mais le projet du savon a stimulé cette tentative orale de conférence. Et dans ce passage de la 6e émission, Ponge traite du rôle positif de l'improvisation, dont la vue lecteur fait aussi un trait significatif des entretiens. Quel est ce rôle positif? C'est de montrer comment se comporte cet animal nommé homme quand il parle, indépendamment de ce qu'il dit, et c'est un passage qui donne aussi de la valeur au bafouillage. Je vous fais écouter un extrait de ce passage. Je pense que ce que j'ai fait en commençant à parler beaucoup, c'est-à-dire en acceptant de faire des conférences, et les faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire absolument dans le moment même, sans avoir quasi rien préparé, et en tenant compte de l'atmosphère de la salle, du moment présent, de la figure de l'auditeur que je regarde à ce moment-là, d'improviser absolument ma parole, et quelque chose de plus efficace, n'est-ce pas, de montrer comment un animal, un homme, dont une des fonctions est de parler, eh bien, comment il parle, pourquoi, qui il est à ce moment-là, qui est la personne qui l'écoute, concerner directement l'auditeur, et montrer le travail, montrer le développement de l'esprit, accepter tout ce qui vient à ce moment-là, naturellement les scrupules montant en même temps que les audaces, si bien qu'on ne fait pas tout simplement du bafouillage, on en fait, mais quand on bafouille, on dit « je bafouille ». Et en général, les auditeurs sont très contents, enfin ils sont très contents d'être dans le moment présent et d'être concernés directement. Ils écoutent, peut-être attendent-ils qu'on dise enfin quelque chose, mais il ne s'agit pas tellement de dire au sens d'avoir dit, il s'agit de dire au sens de dire, c'est-à-dire de parler dans le moment présent, comme homme, comme animal dans le moment présent, et de montrer comment les choses se font dans le moment même, de créer la communication directe. Alors vous aurez remarqué que Ponge développe ce propos sur l'intérêt de l'improvisation et l'intérêt même du bafouillage à propos d'un exercice qui est assez distinct tout de même de l'exercice de l'entretien, qui est celui de la conférence. Je pense que Ponge maintenant est habitué à faire des conférences depuis 1952, il en a multiplié. Il revient de quelques mois qu'il a passé aux États-Unis comme visiting professor à Columbia University. Il a donné des conférences, il a donné des cours aussi sans doute auprès d'étudiants. Et cette situation de parole lui est maintenant bien familière. Mais l'entretien, c'est un dialogue. Normalement, un entretien, c'est quand même à base de dialogue. Il y a un échange qui a lieu entre les interlocuteurs, même si dans la conférence, on tient compte de ce qu'on peut subtilement capter, de la manière dont les personnes écoutent, n'écoutent pas, bougent, remuent, et c'est une forme de dialogue aussi implicite et non verbal qui passe par ce biais-là. Malgré tout, il me semble que Ponge, dans cette série, a évité de saisir la situation présente dans sa matérialité, comme il le dit dans la première émission, jusqu'au bout. Il n'est pas allé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, en lisant et en écoutant, et c'est un peu mon hypothèse, que ces entretiens ressemblent moins à des entretiens qu'à des conférences. Ce sont des entretiens sans entretien. Vous avez noté que Solers pose 2 à 3 questions en rafale au début d'une séquence divisée ensuite en émissions, séquence de 20 minutes, et que
Il revient ensuite à la question que si Ponge a omis de répondre à une des 2-3 questions liminaires, qu'il n'entre pas véritablement dans un débat, il n'entre pas dans une discussion, comme le dit Marcel Spada lorsqu'il reçoit de Ponge en 70 un exemplaire imprimé du livre. On a l'impression, dit-il, avec Solers, qu'il y avait moins un dialogue que des discours parallèles, si bien que votre accord maintenait beaucoup de distance. Des discours parallèles. Il suffit de comparer les entretiens avec ceux de Butor et de Charbonnier. On voit que Charbonnier, qui n'est pas dans cette relation ambivalente de maître et à disciple, comme entre Ponge et Solers, se montre beaucoup plus libre pour revenir à la charge, pour essayer de faire en sorte que Butor aille très loin dans ses explications et multiplie les objections. Il discute vraiment. Charbonnier, comme Amrouche, assume complètement le rôle du lecteur idéal face à l'auteur avec un grand A. Ce que Solers ici n'assume pas complètement, prisonnier peut-être aussi qu'il est peut-être de choses qui ont été convenues entre eux et peut-être aussi de cette position de maître et de disciple. On n'est pas vraiment donc ici dans la situation, et c'est pourquoi l'on voit la parole de Ponge perdurer plusieurs minutes durant, ou dans le texte, plusieurs pages durant, de 7, 8 à 9 pages même d'affilée, ce qui est beaucoup. Alors, il est intéressant de voir comment ça s'est passé pendant les séances d'enregistrement et ce qu'en fait le montage. Ce qu'on perçoit à l'écoute des enregistrements, c'est qu'il y a quand même pas mal de pannes de la parole. Soit à l'écoute d'une question compliquée de Solers, qui est en fait 3 questions en une, ou 2 questions en une, on a parfois 10 secondes de silence, et puis un arrêt, et puis un « e », et puis on reprend. Soit même dans le cours d'une réponse, Ponge aussi perd un petit peu le fil de la chose, et on a à la fois des bafouillages, et à la fois liés à des tâtonnements de formulation, et à la fois de vraies pannes. Il ne sait pas comment commencer. Et là, on a donc toute une logique de marche et d'arrêt. Le code change au début, notamment pour la 3e émission. Ponge dit « vous arrêtez ». Il dit « on peut s'arrêter ici ». Puis « je voudrais qu'on s'arrête », ou bien « arrêt », ou bien « arrêt 1 minute », ou bien « arrêtez », ou bien « un instant », ou bien « une seconde », là je commence à bafouiller. Et puis vers la fin, juste il claque des doigts. Et je pense que Jacques Devin devine bien de quoi il s'agit. À la fin, il s'agit de s'arrêter. Comme si Ponge avait besoin, au bout d'un moment, de reprendre ses esprits, peut-être plus que son souffle, besoin de relire des notes, d'être dans le contrôle. On entend des bruits de feuilles à certains moments. Le bafouillage, en réalité, n'est pas vraiment bienvenu. Au contraire de ce qu'il dit des vertus de l'improvisation dans la 6e émission, en pratique, Ponge n'en veut pas vraiment. Et dans la version imprimée, il en veut encore moins, puisqu'on ne voit pas apparaître ces jolis signes typographiques que sont les points de suspension, qui signalent que ça respire, qu'on cherche un peu ces mots, que voilà. Il y a très peu de points d'exclamation d'ailleurs aussi, une sorte de parole qui est presque pas monodique, mais dont l'amplitude, à la fois en intensité et en variation de hauteur, est relativement faible. Il s'agit toujours, et c'est un inconvénient habituel de l'entretien feuilleton, qui n'est pas un reproche propre à Ponge, il s'agit toujours bien sûr de considérer qu'à l'oral, on parle moins bien qu'on ne peut s'exprimer à l'écrit, que pour qui est soucieux de tenue, de précision, d'exactitude, qui n'aime pas le simplisme, eh bien, c'est un exercice dangereux. Et alors, non seulement le montage efface soigneusement ces traces, mais il met bout à bout, à partir d'une série de questions de Solers, une série de paroles de Ponge. Si vous avez regardé le livre, vous verrez que page 38, page 40, page 43, il y a des intervalles de blanc, et pas simplement des passages à la ligne, entre ce qui est à l'origine une séquence d'enregistrement distincte, page 38. On avait, au point de vue de la forme que j'ai cherché, ou qu'instinctivement j'ai voulu leur donner, on trouvera des références à cela. Dans l'enregistrement, on peut s'arrêter ici, puis on va avoir 10 secondes d'arrêt. Le développement, d'ailleurs, s'est terminé sur un ton un peu lassé et traînant, comme si Ponge, comme le dit Spada, est parfois fatigué de redire des choses qu'il a eu l'occasion de dire dans beaucoup de conférences.
Et puis on reprend alors le nombre des textes où l'on peut chercher, on a un blanc important, et cette présentation typographique se retrouve à plusieurs reprises. Mais ces blancs sont gommés au montage, qui transforme un discours par bloc, par séquence, discontinu, en discours continu, et qui donne donc une impression de plus grande fluidité et éloquence que cela a été en réalité, avec comme résultat donc de non seulement rapprocher la forme du dialogue entre Solers et Ponge de celle du monologue, donc de donner à entendre la voix de l'auteur, juxtaposée à celle de Solers, laquelle est plutôt cantonnée dans ses partie préliminaire de mise en route, de tremplin, une séquence, mais aussi en gommant certains bafouillages, le résultat est de rapprocher l'exercice improvisé de la parole de son exercice prémédité, écrit. C'est assez intéressant de voir d'ailleurs qu'il y a deux passages très intéressants sur la langue morte et sur le savon, notamment un passage qui a été cité au début de la séance, qui sont coupés au montage et qui apparaissent dans la version écrite, de sorte que les scrupules, les questions, les interrogations que Ponge peut avoir sur le rapport compliqué, dit-il, entre la parole et l'écrit sont comme effacés. Ce n'est pas un enjeu. Pour l'auditoire de France Culture, on fait l'économie de ces questions. Et alors, je voudrais, à partir de là, parler un peu plus de la prestation orale de Ponge dans ces entretiens et terminer sur la notion d'atmosphère qui est introduite à la fin de cet entretien en référence aussi au savon, l'autre projet intéressant de 1967. Et là, je ne donnerai plus d'extrait sonore parce que le temps court. Ponge a été longtemps paralysé par la situation de prise de parole en public. Il se juge piètre parleur, peu éloquent, peu doué pour improviser. Maintenant, en 1967, il a derrière lui des années d'entraînement. Il a rodé pas mal de thèmes. Il a créé ses propres lieux communs, ses manières de parler de lui et de ses œuvres. Et l'improvisation joue beaucoup aussi sur une forme de mémoire de sa propre manière de parler de son œuvre et de lui, générant peut-être aussi un peu d'ennui jusqu'à un certain point d'avoir à se répéter, comme Marcel Spada le souligne dans la lettre citée par Gérard Farras, que j'ai à mon tour citée en partie. Et donc en 1967, et quand même ça s'entend dans les entretiens, Ponge parle mieux qu'avant. C'est pourquoi dans les vieux lecteurs, il revendique une complète improvisation. On a tout improvisé, dit-il, les questions et les réponses. Ce n'est pas simplement sacrifier une convention du genre, qui depuis Amrouche veut que, et contrairement à ce que Breton fait avec Parinaud, veut qu'on improvise, et non pas qu'on feigne, comme fait Monterland aussi. Je suis très bon pour faire croire que je vais improviser ce que je vais lire, dit Monterland, mais ça s'entend, c'est évident. Est-ce qu'on peut parler d'entretien complètement improvisé? Pas vraiment. Plusieurs remarques. Le premier tour de parole de Solers, c'est le début du premier tour de parole de Ponge, première émission, sont visiblement préparés et lus. Il y a comme besoin d'un tremplin. Deuxièmement, beaucoup de questions de Solers sont préparées à l'avance et sont semi-improvisées plutôt que complètement improvisées, notamment toutes celles qui lancent les 3 séances d'enregistrement. L'émission 1, l'émission 3, l'émission 7 et l'émission 11. Par ailleurs, dans la deuxième partie des émissions, la plupart des réponses de Ponge, mais pas toutes, prennent la forme de textes lus au micro ou d'un mélange de lecture et d'improvisation. Et malheureusement, comme ces textes sont lus dans une perspective fonctionnelle à l'appui d'une explication, ils ne sont pas très bien lus. C'est-à-dire qu'ils sont lus trop vite, de manière un peu hâtive, ils ne sont pas respectés comme texte. De sorte que l'idée d'un livre qui pourrait s'appuyer sur la profération de textes, d'une part, à l'écrit, ça ne passe pas bien parce que dans la convention d'un livre entretien, on ne donne pas la transcription de texte lu, mais d'une parole lue. Et d'autre part, à l'oral, on entend très bien qu'on n'est pas dans le bon exercice, dans le bon ton. Eh bien, compte tenu de tout cela, on peut dire quand même que ces entretiens sont en grande partie improvisés. Et cette partie qui nous intéresse nous permet d'entendre Ponge ainsi. D'abord, une parole globalement lente, boulée, ramassée, saccadée aussi, vous avez entendu dans des extraits,
avec beaucoup d'accent tonique, une parole énergique, avec un très beau moment qui est le final lyrique de la dernière émission sur la parole de Mahler, productrice d'énergie et de lumière, une sorte d'avancée irrésistible et joyeuse où Ponge presque se rit des petits obstacles, du tâtonnement, de la recherche des mots, il avance, il y a quelque chose de vraiment ici glorieux. Il y a aussi des beaux moments d'accélération et de fluidité. Le savon, volubile comme le savon, mousseux comme le savon, sa parole n'est peut-être pas mousseuse et volubile comme ça, c'est volubile à la manière de quelqu'un qui n'est pas très bavard, mais quand même, étonnamment, dans la partie qui l'ennuie un peu, qui le contrarie, qui est la partie biographique, Ponge parle facilement. Pas besoin de l'arrêter trop pour qu'il puisse parler, c'est juste, il y a les blocs d'arrêt de reprise, parce qu'il cherche parfois à réorienter un peu sa parole, mais quand il parle, c'est vraiment d'une coulée. Et puis alors, dans l'explication de l'huître, c'est aussi un autre grand moment, où là, si on ne l'arrête pas, il peut continuer à parler longtemps. On sent qu'il est très à l'aise aussi dans cet exercice de micro-lecture, qui n'est pas un exercice d'abstraction. Et puis, malgré tout, peut-être parce qu'il a besoin d'apprivoiser encore l'exercice du micro, quelque chose d'un peu méprisant au début, hein, dans cette posture de subversion, d'un peu emphatique parfois, d'un peu crispé. J'ai écouté plusieurs fois les émissions, j'ai changé d'avis au début, je trouvais qu'il vraiment, c'était complètement raté. En réécoutant les émissions, j'ai mon impression c'est un peu nuancé. Et je trouve que Ponge est un petit peu coincé dans un imaginaire de l'écriture qui fait qu'il se diminue lui-même comme étant peu éloquent et peu doué de parole, et que les entretiens démentent un petit peu ce jugement qu'il peut avoir sur lui-même. La parole est assez contrôlée, elle vise à éviter le bafouillage, mais elle atteint à une forme quand même d'avancée énergique, avec ce rythme assez saccadé et parfois fluide, qui est intéressant. Je terminerai en parlant de la question de l'atmosphère, parce que c'est peut-être là que finalement la question pour moi, qui suis auditeur d'entretien feuilleton, la question devient la plus sensible, la plus décisive. Est-ce que les entretiens de Ponge et de Solers visent à proposer un livre sans atmosphère? Vous savez qu'à propos du savon, devenu texte et livre, Ponge image le rapport entre livre et parole en disant qu'un livre, c'est la mise en orbite d'une parole, je le cite, dans un monde qui ne participe plus de l'atmosphère, c'est-à-dire du souffle, de la respiration, de la parole comme souffle. C'est vrai qu'ici, Ponge n'a pas à se forcer beaucoup parce que sa parole parlée à la radio est peu atmosphérique. On l'entend respirer de manière concentrée quand il écoute les questions de Solers. Parfois, il prend une inspiration avant d'attaquer un développement un peu long, de se lancer dans le toboggan de l'improvisation. Mais globalement peu. Son rire est bref, peu sonore. Ses toux sont discrètes. Il ne se racle pas la gorge. Son corps respire peu, se manifeste peu. Et contrairement à Marguerite Duras, par exemple, qui a su faire de sa parole un style, qui a su faire obéir sa parole parlée pour en faire un style, analogue au style qu'elle a pu développer aussi à l'écrit à partir du moderato cantabile, Ponge ne joue pas, ne travaille pas sa respiration, il ne cherche pas à faire obéir son corps à l'exercice de la parole parlée, parce que la version imprimée réduit encore après le montage en supprimant tous les silences entre les mots, en supprimant, en ne mettant pas de point de suspension, par exemple, en occultant tous les rires, les sourires, les toux, les vitesses de débit, sauf une fois où bizarrement on a A dans le texte. Voilà. Eh bien, je dirais que le genre de l'entretien et que l'espèce particulière de livre, qu'est l'espèce particulière de livre, qu'est le livre-entretien, ont besoin, au contraire, de cette atmosphère. Elle fait partie intégrante, avec le timbre des voix, les accents, intonation, intensité, débit, fait partie intégrante de la rhétorique orale et même de son pathos. Jean Lescure, qui a rejoint Jean Tardieu au club d'essai dans l'après-guerre et qui a été souvent à la manœuvre pour des émissions de création et non pas simplement d'information, dans un article de la Pléiade de l'encyclopédie conduite par Raymond Queneau, dans un article sur les entretiens, dit que ce qui touche à ce moment-là, dans les grands entretiens d'écrivains après-guerre, ce sont les soupirs traqués de Gide,
les roulements massifs de Claudel, les essoufflements torturés d'Ungaretti, les murmures difficiles de Mauriac. C'est d'autant plus important que la radio nous transforme en aveugles, c'est-à-dire en surauditifs, et que nous sommes plus sensibles qu'en regardant un film, par exemple, à ce qui se concentre désormais dans l'oreille par le biais du micro, le grain, la respiration des voix, la dimension acoustique de l'entretien et de son environnement sonore. Quelqu'un comme Léoto, quelqu'un comme Duras profite de ce relève sonore particulier de la parole au micro pour en faire un spectacle. Les coups de canne de Léoto, par exemple. Bon. Et ce que manque, me semble-t-il, Ponge dans le genre de l'entretien feuilleton, c'est précisément ce qu'il met en avant dans la première émission, qui est se présenter, se rendre présent aux auditeurs. La qualité propre à l'oral qui permet au parleur de se rendre présent, de faire sonner sa parole comme telle dans les entretiens, c'est tout ce qui relève du souffle de la parole, tout ce qui est respiratoire, tout ce qui est pneumatique, tout ce qui est atmosphérique. Chez Jean Amrouche, l'idée que le genre de l'entretien était un genre pleinement artistique de création, parce qu'il donne l'occasion de voir ce work in progress de la parole qui cherche sa formulation, sa phrase, mais qui respire aussi dans le bain, dans cette atmosphère, c'est très présent. Et en réduisant ces entretiens à un instrument de travail, Ponge tourne le dos à toute une radio de création qu'il a bien connue quand il était lui-même intervenant au Club d'Essai. Sa première interview ne date pas de 52, mais de 49 au Club d'Essai, en marge de la lecture de différents poèmes. Il est assez coutumier à 6 ou 7 reprises d'émissions assez fantaisistes avec Pierre Dumayet, où il s'amuse à faire une sorte de dictionnaire perpétuel, la main, le pied, etc. Les propos de la dernière émission, et je terminerai là, les propos de la dernière émission sur le savon et le Malherbe nous arrachent à cette perspective un peu étriquée, un instrument de travail, pour donner à penser que Ponge a une ambition plus grande pour cette série, une ambition d'écrivain, pas seulement de critique. Et quand il parle de cet exercice énergique de la parole qui qualifie par excellence l'écriture, et on sent bien qu'en plaçant ainsi à la fin des entretiens cet éloge de Malherbe et de sa parole, en insistant sur la notion du livre à la fin, il y a comme cet imaginaire du livre qui vient comme polariser et créer une attraction dynamique pour ce projet peut-être aussi de livre qui pourrait sortir des entretiens. Peut-être fallait-il simplement changer de clé de lecture, de modèle. Je suis un peu gêné qu'on prenne à la fin cette référence à Malherbe, à la fusée comme l'image d'un jaillissement ascensionnel et vertical de la parole, une profération, alors qu'on ne peut pas être dans la profération quand on est dans un entretien feuilleton. Et peut-être faudrait-il revenir, au-delà du volubile savon, je ne sais pas s'il a écrit sur l'éponge, peut-être que l'éponge est utile quand elle est liquide aussi, hein. Peut-être faudrait-il revenir à la scène, à la liquide scène, modèle d'une parole qui suit son cours et qui est évoquée en 8e entretien, quand il dit « Confondons sans vergogne la scène et le livre qu'elle doit devenir, penser à l'adéquation de l'écriture au liquide », c'est le défi que Ponge se pose au moment où il écrit la scène, en 47, je crois. Peut-être donc, dans cet esprit-là, aurait-il fallu revenir au-delà des dactylogrammes aussi, aux bandes originales elles-mêmes, pour suivre de plus près le cours propre des entretiens, l'atmosphère d'entretien, tels qu'ils ont véritablement eu lieu. Besogne que sans vergogne, ou avec, je ne sais pas, Ponge a laissé à d'autres, peut-être, à voir comment le texte a finalement été assez peu revu dans sa mise au point. Je ne voudrais pas terminer sur cette note négative, donc rester sur cette belle utopie d'un livre sonore que Blaise Cendrars pouvait avoir eu en 100 ans aussi, et qu'en 1967, Ponge semble avoir aussi cultivé d'une certaine manière. Et je vous remercie. Je suis à votre disposition pour des questions, des réflexions, des réactions. Je vous remercie Pierre-Marie Héron pour cette communication vraiment très riche qui soulève énormément de pistes de réflexion. Il y a notamment un paradoxe que vous avez très bien mis en valeur, qui est que finalement on pourrait penser qu'il y a une forme d'adéquation, de rencontre possible entre la conception pongienne de l'écriture, avec l'écriture tâtonnante des textes ouverts et les aléas de la parole improvisée, impliquée par le médium radiophonique. Mais finalement, vous avez montré qu'avec les entretiens avec Philippe Solers, on a un Francis Ponge qui ne se risque pas toujours dans la parole et qui ne prend pas toujours le risque de la parole improvisée.
Et aussi, un autre point que vous avez très bien fait ressortir, je trouve, c'est la difficulté finalement d'un discours tenu à deux. Souvent, on peut dire qu'il y a un peu le souhait d'un accord qui serait antérieur à la prise de parole. Ici, on pourrait penser que cet accord est facile et évident, puisque Francis Ponge s'entretient avec, entre guillemets, un disciple. Néanmoins, on voit bien tout de même qu'il y a des divergences et un décalage, donc vous avez bien fait ressortir entre les deux interlocuteurs. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Oui, Bénédicte. Oui, merci beaucoup, Bénédicte Villot, pour votre communication qui m'a passionnée à plus d'un titre, et notamment parce que toute votre réflexion sur cette difficulté de la confrontation entre la parole orale et, dans le cas présent, l'horizon d'une transcription écrite, ce qui change tout, en fait, par rapport au traitement du matériau sonore. A résonné directement avec cette expérience que j'ai personnellement d'entretien avec des écrivains et où on ne cesse d'affronter précisément ce caribe des styles-là, si vous voulez. Donc on est toujours entre deux monstres. On a le premier monstre qui est celui d'avoir trop écrit, trop préparé à l'avance ses questions pour imposer une logique progressive qui soit satisfaisante pour l'intelligence et donc qui soit, on va dire, au niveau du contenu, immédiatement lisible pour un auditeur, confronté, lui, au verba volant, les mots s'envolent. Et avec les mots s'envolent, la mémoire du contenu et la possibilité de synthèse est rendue en difficulté. Et c'est là l'autre monstre qui est de vouloir garder précisément ce qu'offre l'oral, qui est le jaillissement, et Ponge nous obligeait à cette attention en disant rendre présent, c'est précisément être dans l'imperfection de l'animal qui va être erratique, qui va mettre un mot pour un autre, qui va vouloir se reprendre. Mais cette imprécision étant précisément cette beauté. Et là, on retrouve une grande communauté de Ponge par rapport à l'éloge que peut faire Aristote de l'imperfection humaine, où ce qui est beau dans l'imitatio, dans la mimesis pour Aristote, dans sa contestation par rapport à Platon, c'est précisément la marge d'erreur humaine. Et donc Ponge est aussi le grand défenseur de errare divinum est. Pas seulement se tromper est humain, mais bafouiller est humain, parce que c'est notre principe de vie même qui nous fait sortir du robot, qui est trop rationnellement maître de sa structuration de pensée. Voilà. Et alors, par rapport à ça, effectivement, tout change si on est uniquement dans la perspective de l'oralité, l'entretien destiné à rester uniquement oral. Et il me semble que la question que pose votre intervention et que nous invite à poser votre intervention, c'est mais comment finalement garder le minimum d'oralité à ce qui va terminer dans l'écriture si l'entretien est destiné à être écrit. Voilà. Et à ce moment-là, quelle est l'influence de cet horizon qui est extérieur à l'oralité même et au seul horizon d'oralité d'un entretien non destiné à être écrit, vous voyez. Alors que quand on est juste dans l'émission enregistrée, où il n'y aura pas de transcription ensuite, à ce moment-là, on peut se sentir moins contraint, moins obligé de se reprendre quand on bafouille, moins finalement obligé de rester soumis au scripteur, à celui qui a choisi d'être scripteur avant tout. Et là, vous nous permettez en fait d'accéder au problème massif de la transcription effectivement écrite, qui est paru sur les entretiens solaires, ce que vous nous avez pris comme principal exemple, c'est que je dirais à la limite, les dés étaient pipés d'avance, dans la mesure où il y avait l'horizon du livre. Et quand vous dites, avec juste titre, Ponge semble un peu coincé,
pas laissé parler son corps comme il aurait peut-être voulu le laisser parler, comme dans ses émissions plus fantaisistes avec Dumayet, ben, cela tient peut-être au cahier des charges qu'il a eu en amont, et qui était un horizon de livre, donc fixation à l'écrit d'un propos, ou dans une fixation à l'écrit, le corps est vite illisible. Parce que quand on opère, par exemple, les transcriptions des rushs des écrivains, ce que j'ai fait avec à la fois Michel Deguy et Christian Prigent pour des entretiens audio qu'on avait fait. En fait, les rushs à l'écrit passent pas du tout. Et pourtant, dans cette transcription des rushs, on s'était attaché l'un et l'autre à tout garder. Précisément les E, les bains, les jurons. Hein, avec Deguy, il y a beaucoup de jurons quand il parle. Les plaisanteries, les raclements de gorge, les mots pour un autre, etc. Et en fait, si vous gardez tout, ce qui est en fait la beauté de l'entretien lui-même, de l'imperfection de l'humain aristotélicien, à l'écrit, le lecteur s'impatiente et ne veut plus suivre. Alors qu'à l'oral, puisqu'il n'y a pas l'écran physique de la page, et comme les mots oublient, on finit par oublier les E, les ouins, les grognements, etc., pour ne garder que le souvenir même imparfait du concept qu'on aura réussi à construire. Donc pour ça, un grand merci à vous par rapport à cette réflexion, et qui invite vraiment à une réflexion systématique sur non pas le genre de l'entretien d'écrivain, mais les genres, où il y a vraiment dialogue. Et la deuxième contrainte, c'est effectivement la question d'autorité. Interroger un grand monstre de la littérature, on se sent toujours en train de repasser l'oral d'Agrègue devant lui. Et il faut une longue fréquentation pour précisément accéder à ce véritable dialogos, où même quand l'autre nous envoie un peu promener, ne veut pas répondre à la question, répond à côté, avoir suffisamment d'aplomb pour dire mais non, là, et reprendre. Et ça, c'est aussi très difficile. Donc c'est une deuxième énorme contrainte. Donc contrainte de la hiérarchie des énonciateurs, contrainte de l'institution. France Culture, c'était l'institution. Donc on imagine très bien que pour Francis Ponge, il y avait aussi un enjeu. L'enjeu de la reconnaissance qu'il était en train de se construire, et qui passait pas par une parole en haillons, une parole discontinue, qui est pourtant celle que dans le même instant, à la même époque, il mène dans tous les ouvrages et les dossiers parus dans nouveaux recueils, où là on a les E, les uns, les hésitations, les contradictions, les reprises, les errements. Donc s'interroger sur les raisons pour lesquelles Ponge, finalement, n'a pas pu être Ponge à la radio, et pour des raisons certainement indépendantes je ne vais pas dire de sa volonté, mais des différentes contraintes qui ont pesé sur lui, et au moment de la prise de parole, et vous l'avez souligné au tout début, et Pauline l'a rappelé dans la présentation aussi, et au moment de la rédaction, où visiblement il n'a pas été maître et n'a pas pu produire la transcription qu'il aurait peut-être voulu produire à la façon d'un dossier de la rage de l'expression, ou à la façon d'un dossier de New York de l'avant-printemps, des choses comme ça, de ces entretiens. Et on rêverait d'une nouvelle transcription, plus dans cet esprit-là. Merci, oui, c'est vrai qu'on peut se demander à partir de quand il y a eu cette arrière-pensée du livre, et si elle vient modeler dès le début des enregistrements, et je crois en avoir vu certains signes déjà dans la conduite de l'entretien. Il vient modeler donc les choses. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même 3 ans qui séparent la publication des entretiens. Pour les entretiens Breton-Parinaud, il y a quelques mois. Chez Breton, on a affaire à un livre qui est dit, en fait, qui est exécuté, hein, une fiction d'entretien improvisé. Et d'une certaine manière, les mauvais entretiens font les bons livres, et les bons livres font les mauvais entretiens.
Il y a depuis les années 30, avec Sandra, avec Céline, avec d'autres, quantité d'écrivains qui donnent l'exemple d'un travail stylistique, de l'oralisation du parler, non pas un parler écrit, hein, mais voilà. Ponge n'était pas peut-être trop versé, et donc peut-être ça peut jouer aussi, il n'est pas, je ne sais pas, complètement à l'aise pour se livrer à ce genre de travail-là. Ce que je constate aussi, c'est que cette série n'a pas fait l'objet de CD, alors que quantité d'entretiens feuilletons de ces époques-là ont fait l'objet d'éditions sonores par cassette ou maintenant par CD, les presses de Radio France. Je ne sais pas si Ponge a été pris dans un entre-deux. Lui qui aime bien parler de la rhétorique par objet, je crois, hein, et n'était ni dans la rhétorique des entretiens parlés oraux, improvisés, ni dans la rhétorique du livre. C'est peut-être d'être dans une sorte d'entre-deux qui fait que l'objet devient un peu hybride. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Oui, Emma? Attends le micro. Donc moi je ne connais pas très bien la période, mais il me semble qu'avec le groupe tel quel, on a plutôt le retour à une littérature très intellectuelle qui tourne le dos au grand public. C'est un peu la fin de l'idéal de démocratisation culturelle tel qu'il avait pu être exprimé par plusieurs écrivains et intellectuels, notamment comme Sartre dans le contexte de l'après-guerre. Et donc je me demandais comment vous compreniez ce choix de quand même passer à la radio et de construire quand même toute cette série d'entretiens. C'est vrai que comme pour les entretiens avec Gide, en 1949, première grande série d'entretiens feuilletons, Éric Marty l'a très bien souligné, on a l'impression qu'on a affaire à une série où les parleurs parlent sans horizon de public, ou un auditoire de niche, non seulement parce qu'on est sur France Culture, mais sur France Culture, l'auditoire déborde le public des lecteurs de livres, bien sûr, il est déjà quand même massivement plus important. Malgré tout, donc, comme un horizon sans public ou bien un auditoire de niche. Ce qui est frappant, c'est que Ponge, dans sa première mission, nomme la figure de l'auditeur. Il dit « vous », mais cette adresse disparaît complètement ensuite des émissions ultérieures, comme si la préoccupation du public pour qui l'on parle n'était plus là. Et ainsi, cette fonction habituelle assumée par l'intervieweur, qui est la fonction de représentant du grand public, de médiateur entre la parole de l'écrivain et le grand public, c'est l'intervieweur qui assume un certain simplisme de la formulation et de la pensée pour être plus accessible. Cette fonction-là n'est pas du tout assumée par Solers, qui jargonne à la manière de tel quel, effectivement, qui s'enferme dans une parole qui est moins facilement poreuse au sens commun, et Ponge avance aussi, mais sans préoccupation apparente de ce public de France Culture, dont il sait pourtant qu'il est normalement la cible. Alors il y a plusieurs démêlés avec des détracteurs qui ne sont pas nommés dans la première émission, hein, on le met dans des mémoires, on utilise son image d'une façon qui lui semble inappropriée ou déloyale, il y a plusieurs cibles cachées, des destinataires invisibles. Donc malgré tout, il y a quand même des destinataires, des gens qui sont supposés être dans le circuit de la polémique, mais malgré tout, vous avez raison, et on peut se demander donc à qui s'adressent ici Ponge et Solers. J'ai l'impression, mais c'est les pongiens qui peuvent le dire, que moi je ne suis pas pongien, mais j'ai l'impression Ponge n'en revient pas d'avoir été célèbre. Dès 1942, quand il est distingué, dès la tentative orale de 1947, il dit « mais qu'est-ce qui m'arrive ? Sartre a parlé de moi, Camus a parlé de moi, je commence à être connu. » Il parle d'assumer son orgueil et sa prétention, à un moment à être soi-même. Donc une modestie qui cache un orgueil, et un orgueil qui en même temps, mais d'être soi, c'est normal. Quand il dit « je n'imagine pas qu'on puisse écrire à mon époque autrement que la manière dont moi j'ai écrit », c'est quand même assez électif quand même. Mais il y a comme une sorte de, pour moi, vu de l'extérieur, hein, de difficulté à un moment passer le cap de cet étonnement, de cette reconnaissance. Et la question du coup de la posture, la question de l'image publique se gère d'une manière un petit peu double, à la fois par ce côté-là
j'ai dit, et puis à la fois par une sorte de ton un peu pédagogue et pédant parfois qu'il prend. On a l'impression que dans certains moments, Ponge donne la leçon aux autres et que c'est comme s'il avait acté le fait que oui, maintenant qu'il est célèbre, qu'il est quelqu'un, eh bien, il peut aussi donner une autorité à sa parole. Je le dis de manière un peu maladroite peut-être, et je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, mais voilà, je comprends qu'il n'y a pas une conscience aiguisée de l'horizon de diffusion de ces entretiens. Je vais donner la parole à Armand de Ponge qui l'a demandé. Je voudrais juste réagir avant de redonner la parole pour vous remercier de votre intervention. Vous avez bien pointé, je pense, que le genre de l'entretien radiophonique pointe un élément de la poétique de Ponge qui est le rapport à l'écrit. Et il me semble, alors après il faudrait regarder la genèse du livre, mais tout ce que vous avez repéré de forme de présence du corps, forme amoindrie, et qui ne serait pas retranscrite dans l'entretien par des points de suspension. Il me semble que ça a à voir aussi avec tout un travail de Ponge dans l'écrit antérieurement, d'inscription du corps dans le texte par d'autres moyens, et qui ne sont pas des moyens de retranscription d'une oralité convenue. Et j'y pensais quand vous évoquiez la formule « eh bien ». Eh bien, c'est un trait du style de Ponge, du style écrit, qui a à voir avec cette présence du corps. Il me semble que tout ce que vous dites d'une atmosphère absente a à voir aussi avec un travail de longue date de sa part, d'inscription du corps dans l'écrit. Et d'où ce rapport conflictuel avec le genre de l'entretien. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'il faille, et je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit aussi, le tirer du côté de l'échec ou du désintérêt pour l'auditoire ou l'oral. Il me semble qu'il y a une visée d'un lectorat, d'un auditoire très présente dans le Savon, qui ne se manifeste pas nécessairement par une adresse directe ou une mise en scène de l'oralité, du corps, rendue immédiatement audible, et qu'il y a un retravail plus indirect qu'on peut juger en retrait par rapport à ce qui se fait par d'autres au même moment, mais qui me semble... il me semble qu'on ne peut pas en conclure à un échec de l'entretien. Simplement, il me semble qu'il y a des partis pris qui sont des partis pris pongiens et qui sont des partis pris peut-être contradictoires avec le genre auquel ils s'affrontent à ce moment-là. Mais voilà, c'est juste une reformulation ou réinterrogation de ma part. Oui, c'est très juste, cette contradiction. Vous venez d'évoquer. Mais ce que j'aimerais surtout dire, c'est qu'il n'y a aucune improvisation dans ces entretiens. Aucune improvisation. Tout a été écrit. Vous avez d'ailleurs à un certain moment dit que l'on entend tourner des pages. Oui, tout est écrit. Quasiment tout est écrit. Ça a été réécrit pour la publication, pour l'édition. Ils ont beaucoup travaillé, retravaillé les entretiens pour l'édition. Mais déjà, les entretiens étaient en grande partie écrits. D'où ce manque, sans doute, de côté comme ça, très, évoquant le corps. Mais c'est un peu comme ces écrits, quand il s'adresse au lecteur, n'est-ce pas? Oui. Mais ce qui tout de même me frappe, peut-être certainement, et ce serait intéressant que cela soit mis au jour, peut-être vous disposez d'un manuscrit préparatoire qui indique cela. Ce qui malgré tout est très marquant, c'est qu'il y a deux régimes de la parole, avec, comme je l'ai pointé,
d'un côté, la multiplication de ces signes interjectifs, exclamatifs, respiratoires, ces bredouillements de la parole qui indiquent qu'à partir certainement de notes qui sont sur le texte, Ponge se risque à ce qu'on appelle une semi-improvisation, et de l'autre, il suit de manière très très collée, très serrée, le texte qui est écrit, notamment lors de l'émission de lancement, de mise en orbite, des entretiens où là, on n'a pas de E, on n'a pas de n'est-ce pas, on n'a pas de... Voilà. Mais au contraire, ces petits scories-là de l'oral, ces petits signes de l'oral, se multiplient dans les parties où on a vraiment l'impression qu'ils laissent un peu plus liberté, mettons, de décoller. Alors, cette semi-improvisation, elle est fréquente. Quand les écrivains disent qu'ils improvisent, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout dans la tête, ils ont en général des choses. Les bruits de feuilles, malgré tout, moi je les ai entendus au moment où on va couturer ensemble de manière anthologique des extraits du Pour un Malherbe, où on va chercher le texte du Soleil, on va chercher le texte du Pré, et je ne les ai pas entendus dans les parties biographiques. Donc, peut-être. Mais merci beaucoup d'ajouter ainsi un éclairage qui complique encore un petit peu la donne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Pierre Sanson, je te laisse. Oui, c'est pour souligner simplement le rôle de la voix. Parce qu'une voix en tant que voix dit beaucoup plus que ce qu'elle dit. Le grain de la voix, le rythme, la musique de la voix de Ponge, c'est une sorte de mélange que j'aime beaucoup, personnellement, entre une autorité absolue, presque une sévérité d'un côté, tout ce que dit sa bouche, et d'autre part ce que disent ses yeux, parce qu'il a des yeux en 2001, c'est-à-dire son ironie. Et apparemment, c'est deux dimensions contradictoires, mais il y a une autorité d'un côté, une affirmation, quand il parle clair, et en même temps, il y a une espèce d'ironie par derrière, et là, je citerai simplement, quelqu'un avait pointé un peu cette chose-là dans la voix, c'est Prévert qui parlait d'Arletty. Et Ponge, dès qu'il est devant un micro, une caméra, évidemment, il est forcément acteur. Il se présente. Et Prévert disait à propos d'Arletty, les grands acteurs parlent, mais ils chantent aussi. Mais ils ne le savent pas, parce que c'est un chant intérieur. Alors, il n'y a peut-être qu'une personne ici qui peut parler du chant intérieur de Francis Ponge. C'est vous ? Alors, je ne sais pas quel est ce chant intérieur, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est derrière la voix, au creux de la voix. C'est un peu les balbutiements, les hésitations, les les etc. Enfin, qui font peut-être un peu ce chant dont vous parlez. C'est pas trop le chant. Oui, il a toujours eu tellement de goût pour la musique que l'on croyait qu'il deviendrait un musicien et non un écrivain. Voilà. Je voudrais peut-être aussi ajouter que quand il était aux États-Unis pour ses cours, eh bien sûr, il faisait ses cours, obligé. Mais il aimait par-dessus tout les lectures qui donnaient lieu ensuite à des discussions. Il aimait le rapport à l'humain. Et voilà. De mon côté, j'aurais énormément de questions à vous poser, mais comme on est un peu pris par le temps, je vous les poserai après et on va peut-être passer à la deuxième partie de ce séminaire qui sera consacrée au film Francis Ponge ou Un nouveau matin, donc qui est le fruit du travail commun de Pierre Sanson et Sylvain Roumette, ici présent, que je remercie non seulement de nous permettre de voir ce film, mais aussi d'être venu pour nous en parler. Alors j'avais prévu de faire une petite introduction sur Ponge à l'écran, mais je me dis qu'il faut peut-être mieux l'oublier. Je préfère qu'on ait vraiment du temps pour voir le film et aussi en discuter après. Donc, ce que je propose,
Est-ce que vous préférez qu'on regarde tout de suite le film, puis après qu'il y ait les questions, ou d'abord faire une petite présentation, qu'on regarde le film, puis les questions? Et déjà, j'allais oublier, je manque à tous mes devoirs. Il faut déjà que je vous présente, peut-être. Vous êtes sûr? C'est quand même des choses qui se font. C'est des choses qui se font et qui se défont. Si, tout de même. Si, quand même. Donc, très vite. Donc, Pierre Sanson est auteur-réalisateur. C'est un ancien élève de Guidec qui a fait une carrière de réalisateur volontairement étrangère à la fiction et tout entière consacrée au documentaire culturel, ce qui lui a valu de nombreux prix. Il a notamment réalisé des films sur Nicolas de Staël, Carpaccio, Lénine, ou encore une série d'essais vidéographiques qui a un titre très pongien, mot à mot, le dictionnaire imaginaire. Alors il y a un fil rouge dans tous ces films, c'est qu'il s'agisse toujours de partir des mots, donc il y a vraiment un compte-tenu des mots. Et vous avez donc tourné 2 films sur Francis Ponge, Francis Ponge ou Un nouveau matin, et L'Abricot bien tempéré, qui ont été tournés donc, avec Sylvain Roumette. Sylvain Roumette est écrivain et réalisateur. Il a également réalisé plusieurs documentaires culturels sur la peinture, le cinéma ou encore la photographie. Et il a également réalisé des documentaires plus sociétaux, notamment un documentaire intitulé La photo de classe, qui reposait sur l'idée suivante. Des élèves d'un lycée parisien se retrouvaient et retrouvaient leur professeur de lettres 20 ans après avoir été filmés dans le cadre d'une expérience de pédagogie nouvelle. Il faut savoir que Sylvain Roumette a lui-même commencé par être enseignant et jeune agrégé de lettres, il avait été nommé au centre audiovisuel de l'ENS de Saint-Cloud pour mettre en œuvre, théoriquement et empiriquement, les liens entre le cinéma, la littérature et l'enseignement de la littérature. Et si j'insiste en particulier sur ces expériences et sur leur lien avec l'enseignement et la pédagogie, c'est parce que le documentaire que l'on va voir aujourd'hui a été tourné pour la télévision scolaire dans le cadre d'une initiation à la littérature contemporaine. L'origine du projet, effectivement, c'était une série qui avait été initiée par la télévision scolaire, qui à l'époque existait, en dehors des chaînes qui sont venues plus tard, comme Arte ou La 5, etc. Et donc, il y avait une série qui s'appelait Initiation à la littérature contemporaine. Et parmi les premiers numéros qu'on avait proposés, Pierre et moi, c'était effectivement Francis Ponge, qui s'est découpé finalement en 2 parties, puisqu'il y a 2 films. L'un qui est plus général, qui s'appelle Le Nouveau Matin, celui qu'on va voir, qui est une sorte d'introduction générale, disons, et un autre qui est beaucoup plus pointu, si on peut, comme on dit maintenant, qui est une lecture, justement, et une explication, une lecture commentée de L'Abricot. Hein. Ça s'appelle L'Abricot bien tempéré. Voilà. On ne verra pas les 2 aujourd'hui, on verra simplement que l'introduction générale donc je dis tout de suite que finalement, ce n'est pas un entretien, vous parlez d'entretien ici, ce n'est pas un entretien dans la mesure où, d'une part, il n'y a pas de dialogue à l'écran, hein. Il y a simplement la préparation, qui est une longue préparation. Je me souviens, quand on avait préparé le film, on avait des dizaines de pages avec des collages, des citations, des questions, etc. Il y avait tout un matériau dans lequel, après, à la fois le tournage et surtout le montage, a puisé pour organiser une parole qui se présente comme une parole spontanée. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas d'interlocuteur, si vous voulez. Voilà. Bon, sinon on pourra en parler après. Oui, parfait. Simplement sur le tournage est très simple. Nous avons été à Bar-sur-Loup, dans la petite maison de Francis Ponge. Le Mas des Vergers, il y avait un décor fabuleux tout autour, mais nous étions à l'époque très, très purs et très durs. Donc il n'y a que du pur Ponge, simplement un plan rapproché sur lui, et derrière lui, il n'y a simplement que le poème d'Aragon tiré du mouvement perpétuel, je crois, qui s'appelle Persienne, 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 Persienne. Donc il n'y a que des persiennes. On a fermé les volets. Bon, Aragon n'y est pour rien. Hein. Il y a aussi le texte de Ponge sur le volet, précisément, qui a d'ailleurs donné lieu à un petit film tout à fait différent du nôtre, le film de Villard-des-Baux, qui s'appelle Le Volet. Voilà.
Merci encore Pierre Sanson et Sylvain Roumet de nous avoir permis de voir ce documentaire. Alors, je pense que ce film constituait une très bonne entrée dans l'œuvre de Ponge pour les étudiants qui étaient là et qui ne connaissaient peut-être pas encore Francis Ponge. Mais il est également passionnant, bien sûr, pour des chercheurs ayant déjà une bonne connaissance de l'œuvre de Ponge, puisque bien sûr il y a toute la dimension affective, toute la proximité avec l'écrivain qui est rendue possible par l'image, par ce regard en demi-lune que vous aviez évoqué tout à l'heure, par la voix bien sûr, et aussi par l'humour, je pense notamment au passage avec ceux qui vont manquer le train. Mais c'est aussi très intéressant de voir comment Ponge construit son discours, de reconnaître des échos avec des textes connus ou moins connus, et il y a vraiment un côté puzzle dès lors que l'on regarde ou écoute un entretien ou un film sur un écrivain dont on connaît intimement l'œuvre. Et c'est très intéressant, je trouve, de déceler les analogies derrière les propos déjà entendus ou déjà lus, derrière un peu les lieux communs que vous évoquiez tout à l'heure, Pierre-Marie Héron, de déceler les différences et les variantes. Bien sûr, un autre point qui m'a frappé dans ce film, c'est donc le travail sur la voix, évidemment, mais aussi sur les images. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure brièvement, vous n'avez pas cédé à la facilité qu'il y aurait eu à filmer Francis Ponge dans le jardin. Mais en fait, d'ailleurs, je me reprends, parce que moi-même, où je dis ça, je pense au petit film que vous m'avez envoyé, où vous filmez Francis Ponge dans son jardin. Mais ce que je trouve justement très amusant dans ce petit film, c'est qu'on a l'impression que vous déjouez un peu le lieu commun, la facilité qu'il y aurait à filmer le poète dans son verger. Et c'est comme si finalement vous forciez presque un peu à parler des fleurs, des arbres qui se trouvent dans le verger, comme si vous teniez absolument à aller sur ce terrain-là, fût-ce en forçant un peu votre interlocuteur. Mais bon, malheureusement, c'est pas le film qu'on a regardé aujourd'hui. Oui, mais c'est aussi un petit film qui est très intéressant et que Sylvain Roumet avait tourné pour les instituts français, si je me souviens bien. Beaucoup plus tard, oui. Et donc pour revenir à ce film, ce que je trouve intéressant aussi, c'est comment vous tournez résolument le dos à l'illustration figurative, notamment à travers le choix des images. Donc on avait pu évoquer quand je vous avais déjà rencontré, puisqu'il y a les images de Marx Ernst, les gravures qui sont tirées du livre d'Ambroise Paré, Animaux, Prodiges et compagnie. Donc finalement, vous n'allez jamais vers des illustrations qui se restreindraient à cette fonction illustrative. Voilà, bon, peut-être je parle trop. Je vais vous laisser... est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Sylvain Roumet et Pierre Sanson? Oui, Bénédicte. Oui, Bénédicte Goriot. merci. Par rapport à l'intervention ce qui est très intéressant, c'est de s'interroger à nouveau sur le montage. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Donc, ce qui est très intéressant par rapport à l'intervention précédente, c'est de s'interroger sur la question du montage. Donc, qui était posé le montage à l'écrit avec la réécriture solaire, c'est les intermédiaires que Ponge n'avait pas forcément appréciés dans la manière de traiter le matériau brut. Et là, chez vous, ce qui frappe, c'est la continuité de la voix, de la bande sonore. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on va avoir des blancs, des silences? Et cette continuité frappe par rapport à la discontinuité réelle des plans de visage. Et alors, notamment à un moment, c'était frappant. On passe d'un Ponge, c'était au moment où il lisait le texte Ébauche d'une main. Voilà. On passe donc visage de Ponge en train de lire, les mains. Alors quelque chose d'ailleurs, un détail qui était magnifique, c'est la main qui marque le rythme, et l'autre qui tient le stylo, et donc qui frotte un peu nerveusement dans la tension, l'énergie de la lecture, le stylo. Là, pour le coup, on rentre dans le corps de Ponge tel qu'on a rarement l'occasion de pouvoir y rentrer. Retour sur le visage en train de lire, donc sans transition, on est vraiment dans le montage de plan. Et d'un seul coup, on passe à un Ponge à la cigarette. Et alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas d'interruption dans la lecture du texte. C'est-à-dire, il y a une continuité de la lecture du texte, donc de la bande sonore, de la bande musicale, qui entre en contradiction
avec la discontinuité réelle des plans, puisqu'on n'a pas de film, par exemple, tiens, il n'y a pas Ponge en train de prendre sa cigarette, on ne voit pas la cigarette arriver. D'un seul coup, elle est aux lèvres. Et du coup, étant alertée par ce moment-là, j'ai regardé tout le reste dans cette étude de la succession des plans. Alors, ma question, ce serait, voilà, est-ce qu'il y avait une intention délibérée de votre part de mener cette contradiction entre une continuité de la voix, une discontinuité des points de vue? Si oui, pourquoi? Avec quelle recherche? Est-ce que c'était lié à une expérience de lecture des textes de Ponge ou à une expérience de votre rapport à Ponge? Enfin, voilà. Comment vous expliquez cette articulation? Je dirais c'est assez simple. C'est l'idée de faire une longue phrase. Une seule phrase d'un bout à l'autre. Les ruptures auraient introduit du sens qui n'avait pas lieu d'être. Si on l'avait montré en train de sortir, de rentrer dans la pièce, de s'asseoir, d'allumer son petit cigare, puisque c'est des petits cigares. Non, là, c'était vraiment d'être dans une seule phrase et surtout dans le gros plan, puisqu'on est allé chercher un très gros plan. C'est plus que du gros plan, c'est du très gros plan pour avoir ses yeux, sa bouche, uniquement. Et c'est un peu... il faudrait voir l'autre film, L'Abricot, où c'est cadré beaucoup plus large, où on le voit pratiquement en buste, parce qu'il y a un aller-retour entre la voix et le texte, L'Abricot, avec beaucoup de bancs-titres. Alors que là, le banc-titre est très très léger. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'on ne voit même pas les feuilles qui lisent, rester focalisées. Complètement, oui. On va appeler le faux raccord avec la cigarette, quoi. C'est plutôt ça. Moi, il me semble que, je ne me rappelle pas le détail à ce moment-là, puis c'est plutôt toi qui te souviendrais, mais on n'était pas ennemis de faux raccord, je veux dire, à l'époque. Il y a un côté un peu délibéré d'accepter dans un film, c'était même assez recherché d'une certaine façon. Donc, le faux raccord sur la cigarette, je pense pas, enfin, il me semble pas que ça correspondait à... Voilà. Quant à ce que vous dites de la voix, de la longue phrase, etc., c'est vrai que là, réapparaît à ce moment-là, pour le coup, c'est vrai, le corps de Ponge qui lit à ce moment-là, et je trouve que dans le souffle, un truc, cette phrase extraordinaire, qui revient toujours comme la main, comme un stylo bagué qui est sur le papier, qui laisse sa trace. Il y a une sorte de prosodie, d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait la sienne, mais qui envahit à ce moment-là le texte. Ça me frappe toujours quand je vois ça. Hein, cette phrase qui l'emporte, c'est le souffle qui l'emporte aussi. Mais paradoxalement, je vais peut-être être une mauvaise spectatrice ou une mauvaise auditrice, mais je trouvais que par rapport à la problématique qu'on avait élevée, comment transcrire cette corporéité de la voix, on l'entend peu, parce qu'il y a pas, enfin, il y a peu de blanc, il y a peu de raclements de gorge ou de choses comme ça. Enfin, au contraire, j'avais presque l'impression d'une écriture sonore, telle qu'on a pu le définir tout à l'heure, d'un continu qui serait cette influence justement du modèle écrit, allergique à ce qui est anthropique. Ponge même n'est pas très erratique dans ses réponses. Et ça pose d'ailleurs une deuxième question. Il regarde la caméra. Donc là, par rapport aux entretiens avec Solers ou aux entretiens, Armand disait rien n'était improvisé ou très peu. Donc ça présuppose à ce moment-là soit qu'il a son texte par cœur en tête, soit que là, pour le coup, il improvise. Enfin, ça pose une vraie question au niveau du rapport aux notes et à la parole par rapport à cette continuité qu'on a dans le résultat final, ou bien au montage, les parties de blanc ou les moments où il jette un petit coup d'œil discret sur les notes pour reprendre ont disparu. Donc voilà. C'est-à-dire, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est un acteur formidable. Il n'y a que Gabin qui a à peu près la même autorité dans le rythme de la parole. Il a un contrôle de ce qu'il dit à travers ses souffles, justement, à travers cette espèce de tranquillité. Il développe ses arguments. C'est très rare. Moi, j'ai filmé des centaines de personnes.
c'est une des rares qui contrôle à ce point son propre discours, sans s'occuper, sans avoir l'angoisse de dire les choses très vite, comme la plupart des gens qu'on interviewe, qui ont toujours une espèce d'angoisse. Lui est tranquille, il est heureux, il a ses petits yeux en lune, là. Et donc, ce rythme-là, c'est vraiment un rythme de Ponge où il s'interroge lui-même sur ce qu'il est en train de dire. Et ça, c'est formidable, quand il fait de l'ironie sur ce qu'il est en train de dire. Il est presque par moments devant un tribunal quand il dit oui, alors pourquoi le haut, le bas, restons à notre barreau sur l'échelle. Certains disent, on dirait qu'il est presque dans un tribunal de la littérature et de la philosophie, enfin, où il défend sa cause et où il affirme son art poétique. Donc il y a eu très peu de pur au niveau de la bande son, ce qui fait que là, on a au contraire un Ponge avec une parole très continue, donc dans la maîtrise du développement de sa pensée. Au montage, il fallait que les coupures soient invisibles, le plus invisibles possible. Oui. Je crois qu'il faut dire aussi, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, c'est que tout ça avait été très soigneusement et très minutieusement préparé. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme dans un entretien, qui justement est un entretien qui se déroule, qui introduit des éléments nouveaux, qui donc crée aussi ou de la surprise ou de l'hésitation, ou justement tout ce côté oral dont vous parliez, on avait, on avait vu avec lui, on avait déjà une sorte de, non pas d'architecture de l'ensemble du film, mais quand même de tout ce qui allait être abordé, y compris avec des sièges. Tout ça était très frais, voilà. Donc il partait pas, on n'était pas dans l'improvisation et dans la réaction. Il n'y a pas de choses réactives par rapport à ce qu'il dit. C'était finalement un produit fini, un produit qui ne laisse pas rentrer dans l'atelier de la fabrication du documentaire. Non, l'atelier de la fabrication, c'est l'atelier de ce qu'il appelait le laboratoire verbal, c'est pour l'abricot. Mais là, c'est pas la fabrication du documentaire du tout. Non, ça c'est vrai. Mais c'était aussi la conception qu'on avait à ce moment-là, je veux dire, c'était pour la télévision scolaire, et effectivement, moi, à l'époque, j'étais à l'école normale à Saint-Cloud, et j'avais travaillé là-dessus, comme j'avais l'habitude de travailler de façon un peu théorique, comme ça. Donc, avec effectivement, je me rappelle, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, j'ai des liasses de trucs de préparation, je ferai jamais, ou on ferait plus jamais maintenant, en tout cas, moi, en tout cas, je le ferai pas. Je perds le recours à cette méthode-là. Voilà. Sylvain avait bien chauffé Francis Ponge. Et c'est très important parce que le nombre d'interviews où on débarque et on dit moteur et puis on dit à quelqu'un de parler, là, ça a supposé que Sylvain avait bien préparé. Et ensuite, on s'était promené avec Francis Ponge qui nous avait pris dans sa petite voiture qui était une Diane, je crois, à l'époque. Une Ami 6 ? Une Ami 6. On avait parcouru un peu la région, donc il y avait une familiarité qui s'était établie. Donc quand il a commencé à parler, il y avait déjà un peu cette imprégnation et cette amitié presque. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter un peu les conditions du tournage et le temps de tournage, parce qu'effectivement ça se perçoit, je trouve, à l'image qu'il s'adresse à quelqu'un en confiance et qu'il s'y installe. C'est-à-dire, sur les conditions de tournage, c'est pas un tournage pauvre, c'est un tournage très pauvre. On avait juste de quoi filmer. On avait à peu près le double, je pense, 30 minutes. Je crois que j'avais 1 heure de rush. Et à l'époque, c'était de la pellicule, c'était pas du... Pellicule 16 mm. Une équipe réduite, 2-3 projecteurs. Voilà, c'est le minimum. On ne coûtait pas cher. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, Romain Henriquez. Merci. Juste pour rebondir, enfin une petite question, vous parliez de minimal, il y a eu un documentaire de Casari dans les années 60, justement avec une mise en scène assez minimale, Ponge, face caméra, et quelque chose qui était censé ressembler à un brouillon, enfin un peu en phase avec ce que voulait Ponge. Je me demandais juste si vous aviez visionné ce petit film ou si
vous étiez défini plus ou moins par rapport à l'esthétique de ce documentaire-là ou pas du tout? Moi j'ai vu le film et après, le film de Casari. Il date de 66, le film de Casari, il me semble. Et ce qui est amusant, c'est que dans l'avant-propos du film, il y a un texte qui s'affiche et qui met, alors de mémoire, hein, donc je ne suis plus trop sûre, mais quelque chose du type « Nous avons choisi de présenter ces images telles quelles, comme le brouillon d'un film qui ne sera jamais réalisé ». Donc c'est vraiment comme si le réalisateur avait voulu faire une sorte d'adéquation entre les textes brouillons, enfin, façon de parler, de Ponge et le film. Je pense que c'est à ce film que vous... Oui, il est sur Guinard. Ouais. Il s'appelle Vers Francis Ponge, je crois. C'est un film en couleur, il me semble que c'est en noir et blanc. Mais la musique, puisqu'on ne pose pas la question, j'y réponds. La musique qui est très discrète au début et à la fin. Et à la fin, c'est Agone de Stravinsky. Et je me souviens que Francis Ponge avait approuvé ce choix en disant « Ah, bah c'est très bien, ça correspond, c'est une musique qui est, je crois, des début des années 50, qui correspond à peu près à l'époque de La Rage de l'expression, qui est aussi des années 50, c'est ça? Oui, et qui est une musique qui est non descriptive, c'est pas non plus du Schoenberg, de la musique totalement abstraite, c'est un ballet, et il me semblait que ça correspondait un peu à l'univers de Ponge, et il aimait Stravinsky, oui. Bon, on a pris un peu de retard, donc je pense qu'il va falloir conclure sans trop tarder. J'aurais peut-être une dernière question, alors qui s'adresserait plus directement à Sylvain Roumette, mais qui, à mon avis, vaut aussi finalement pour Pierre Sanson. Puisque je parlais tout à l'heure de la période où vous avez travaillé à l'ENS de Saint-Cloud et de ce film, enfin ce documentaire, je trouve assez intéressant, où vous retrouvez des élèves. Et finalement, en fait, il s'avère que ces élèves avaient participé à une expérience pédagogique où ils étaient filmés. Le professeur avait été choisi parce qu'il était il était un très bon professeur. Et il se trouve que quand vous les retrouvez 20 ans après, en fait, aucun des élèves ne se souvient du contenu du cours. Donc, en l'occurrence, je crois un sonnet de Heredia, mais il ne leur reste rien. Par contre, tous se souviennent très précisément du style de l'enseignant, de ses façons de parler, vraiment, oui, de son style, on peut dire. Et donc, il faut dire que ce projet, il intervient après votre film sur Francis Ponge. Mais j'imagine que cette question de la transmission, en 1967, quand vous faites le film sur Francis Ponge, bien sûr, elle vous taraude. Et je me demandais donc comment cette question de la transmission d'une connaissance s'était posée pour vous au moment de préparer le documentaire. Est-ce que finalement vous aviez déjà en tête un peu cette éphémérité de l'acte de transmission et le fait que ce qui reste, c'est avant tout la qualité relationnelle, c'est-à-dire l'échange entre des personnes concrètes, donc en l'occurrence vous et Francis Ponge, puis Francis Ponge et les élèves ou les étudiants qui allaient visionner votre film. Moi, c'était sans rapport parce que la curiosité que j'avais en faisant cette enquête, qui consistait effectivement à retrouver 20 ans après les élèves d'une même classe du lycée Montaigne à Paris, c'était vraiment la curiosité de caractère à la fois sociologique, un peu politique, si on veut, de savoir ce qu'était devenu cette petite cohorte d'élèves comme ça. Mais je ne fais pas du tout le rapprochement avec d'autres aspects, d'autres documentaires, notamment le travail avec Ponge, non pas du tout. Non, non. Là, c'était vraiment une curiosité, oui, de type sociologique. C'est d'ailleurs un document sociologique intéressant, effectivement. Alors maintenant, je veux dire, je ne l'ai pas centré sur ce qu'on aurait pu imaginer, peut-être, effectivement, l'interrogation sur le bilan des pédagogies nouvelles et des choses comme ça, ou de ce que représentait ce professeur qui, entre-temps, est devenu inspecteur général, le professeur Dumaine et tout ça. Non, il y avait tout. Ça a intéressé des sociologues, justement, des sociologues de l'éducation, par exemple, voilà, qui ont travaillé sur ce film, de ce point de vue-là. Très bien. C'est le côté Lelouch de Sylvain Roumette. Un homme, une femme, 40 ans après, puisque... Excuse-moi. Bon, encore merci à toutes et à tous d'être venus pour cette séance de séminaire. Encore un grand merci à Sylvain Roumette et Pierre Sanson qui sont venus nous parler de ce film sur Francis Ponge. Donc je vous rappelle que la prochaine séance du séminaire Francis Ponge
aura lieu, alors la date n'est pas encore fixée, mais a priori en janvier prochain, après l'Assemblée générale de la Société des lecteurs de Francis Ponge. Et n'hésitez pas d'ailleurs à adhérer à la Société des lecteurs de Francis Ponge si ça n'est pas déjà fait. Donc j'espère que l'on pourra se retrouver à cette occasion. Encore un grand merci d'être venu. Et puis désolé pour le retard sur le programme.